Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 avec la notation des pilotes suite au Grand Prix de France et on va commencer comme d'habitude par la partie qualification au travers de cette vidéo. Vous avez les résultats, donc Leclerc, pole position, Verstappen, Perez, Hamilton, Norris, Russell, Alonso, Tsunoda, Sainz, Magnussen, Ricciardo, Ocon, Bottas, Vettel, Albon pour la Q2 et Gasly, Stroll, Guan Yu Zhou, Schumacher et Latifi pour les premiers éliminés. On va commencer du coup par l'habituelle lanterne rouge, j'ai envie de dire. J'ai mis un 4 sur 10 pour Latifi. Je vous rappelle, pour ceux qui découvrent les vidéos, que le 8, c'est faire le job, c'est amener la voiture là où elle est censée être en termes d'objectifs. Et après, si un petit peu plus, déjà battre le coéquipier, ça fait des points en plus, etc. Bien évidemment. Donc Latifi 4 sur 10, pourquoi ? Il n'a pas fait beaucoup de tours comparé aux autres. On peut voir qu'il a fait que 6 tours. Et il s'est plaint aussi d'un problème de volant excentré. Donc c'est vrai que c'est un petit truc où quand tu pilotes, tu dois faire avec. En plus, pour le parc farmé, t'as pas le droit de toucher à la voiture. Donc le problème de volant qui n'est pas droit, mais qui est par exemple légèrement incliné, finalement, dans tous tes repères, ça change. D'autant plus qu'on sait que le volant de la Williams, ils n'ont pas l'écran sur le volant. C'est-à-dire que l'écran est fixé sur la coque, mais eux, quand ils tournent le volant, ils ne voient plus l'écran. Donc c'est sûr que si tu as un volant excentré, pour les informations, ça ne doit pas être terrible à lire. Et ça a été la même chose d'ailleurs pour la course, qui a fait une très bonne course d'ailleurs, mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc 4 sur 10 pour Latifi. Mick Schumacher, je lui ai mis un 2,5. Forcément, il a une As, et c'est surtout une grosse perte quand on a une As qui peut aller aussi loin que la Q3, comme on a pu le voir avec Kevin Magnussen. Donc une 33 701 en Q1 contre Magnussen, on est à une 32 751, donc ça fait une seconde de différence. C'est beaucoup, mais attention, c'est pas le temps réel, parce que effectivement, Mick Schumacher avait réussi à améliorer, et d'ailleurs c'est même stipulé ici, le meilleur temps de Mick Schumacher en Q1, il est de 1:33 114. Le problème, c'est qu'il est sorti un peu de la piste et du coup, son temps a été annulé. Donc, son véritable temps, c'est 1:33 701 et il avait largement de quoi passer la Q2, voire même le potentiel pour aller en Q3. Et donc, c'est un petit peu passé à côté. C'est une contre-performance, le fait d'avoir son temps un petit peu supprimé, un peu comme Perez au Grand Prix d'Autriche, quoi. Tu fais une performance de fou, t'arrives à te sauver, mais en fait, non, parce que t'as ton temps éliminé et ça, c'est pas terrible. Malheureusement, on peut prendre quand même l'écart 1:33 114 quand on compare à Kevin Magnussen, 1:32 756. Il y a quand même 4 dixièmes d'écart. C'est beaucoup, d'autant plus quand ton coéquipier est en Q3 et que tu te fais éliminer en Q1, et en plus, genre 19ème avec seulement Latifi derrière toi. Ouah, même le premier tour aurait dû être un petit peu mieux que ça. Donc là, on peut pas vraiment sauver grand-chose. Pour Guan Yu Zhou, je lui ai mis un 3 sur 10. Encore une fois, on est un petit peu dans le même délire. Hein. 1:33 674. Avec une petite erreur de pilotage, il arrive à la sauver, mais du coup, son deuxième temps est pas terrible. Et quand on le compare directement à Bottas, 1:33 034. Donc on a 6 dixièmes d'écart. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Donc c'est l'élimination en Q1. Alors que si les temps étaient super serrés, vous voyez, je serais pas, ça vaudrait au-dessus de la moyenne, du 6, du 7, etc. Parce que les mecs ont tout donné, c'est juste qu'ils ont été plus lents que leurs coéquipiers. Mais quand on est aussi loin, quand on commet des erreurs de pilotage avec une voiture qui est censée être beaucoup plus rapide que ça, ça fait mal. Lance Stroll, du coup, à la 17ème position, je lui ai mis un 3,5. Donc Lance Stroll 1:33 439 contre 1:33 285. Donc il n'y a que 1 dixième et demi, 2 dixièmes avec Sébastien Vettel. On sait que l'Aston Martin galère un petit peu en qualification. Hein. C'est un peu... Et en course, elle défonce tout. C'est un peu le... Qu'est-ce qu'il y a qui est opposé ? Les McLaren. Les McLaren sont extrêmement fortes en qualification, un peu moins en course. Elles ont un peu le symptôme de l'Alpine de début d'année. L'Alpine de début d'année était extrêmement forte en course et détruisait ses pneus, extrêmement forte en qualification, mais en course, elle détruisait ses pneus, donc elle était bien plus lente. Maintenant, ils ont un peu ce dilemme, McLaren. Donc, à voir comment ils vont régler la voiture. Mais là, McLaren, c'est extrêmement rapide en qualif, un peu moins en course. En milieu de plateau, je dirais que ça se bataille peut-être avec les Williams maintenant. Hein. Ah, les Williams sont quand même assez rapides. Ça fait plaisir de les voir revenir. Hein. Tu sais que ça va pas jouer le top 8 forcément, mais tu sais que si derrière il y avait des points pour le top 12, ils seraient souvent là quand même. Hein. Donc dommage pour eux.
Donc 3,5 pour Lance Stroll éliminé en Q1. C'est pas cool du tout. Gasly 1-3. Et oui, pourquoi moins bien que Stroll? Eh ben parce que il est éliminé en Q1, mais son coéquipier, lui, a été en Q3, prend même la 8ème position, même s'il y a 2 abandons derrière lui qui n'ont pas vraiment roulé. Mais voilà, une 33 394, une 33 439. Il y avait le nouveau package AlphaTauri, c'était le Grand Prix à domicile de Pierre Gasly, les gens en attendaient beaucoup, c'était la grosse déception de le voir éliminé en Q1. Moi, le premier, ça fait un petit peu bizarre, surtout quand tu vois que Tsunoda va jusqu'en Q3, du coup, on voyait qu'il y avait de la marge à tirer de cette AlphaTauri, hein. Regardez les temps qui s'améliorent à chaque fois pour Tsunoda. Donc c'est un peu une contre-performance ici de Pierre Gasly qui les enchaîne depuis quand même quelques Grands Prix. Je vous rappelle qu'en Autriche, il s'accroche avec... pardon. En Autriche, il s'accroche avec Hamilton. Au Canada, en Grande-Bretagne, il s'accroche avec Russell. Le Canada, je m'en souviens même plus. Mais je crois qu'il était un peu anonyme aussi. Donc là, ça fait 4 Grands Prix où va falloir se ressaisir quand même. Parce que Tsunoda, même en plus, ça, c'est que t'as pas l'impression que ce que Tsunoda a fait, c'est hyper performant. T'as l'impression qu'il fait le taf, mais il a pas genre fait waouh, le tour de l'année et autres. Parce que c'est un peu brouillon quand il fait ses tours. Albon, je lui ai mis un 6,5, donc il arrive à passer la Q1 avec sa Williams, qui progresse bien hein, avec le nouveau package, qui commence à être correct. Mais encore une fois, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Une 33 423, une 33 439. Il améliore un peu pour son temps de Q2, mais il finit 15e. Pour Sébastien Vettel, je lui ai mis un 7. Pour moi, voilà, il y avait encore mieux à faire. Pourquoi? Parce que une 33 285 en Q1 et seulement une 33 276, donc améliorée de 1 dixième sur un temps de Q2, c'est trop peu, quoi. Généralement, entre un temps de Q1 et un temps de Q2, avec l'évolution de la piste, etc., faut compter au minimum du 3 dixièmes pour une bonne amélioration. Au-dessus, c'est peut-être parce que tu as loupé ta Q1. En dessous, c'est toujours ça de prix, on va dire. Et voilà, là, très peu d'amélioration au niveau de son temps, donc... Pour moi, il n'a pas fait le taf. Pour moi, il y avait encore un peu plus à aller chercher. Après, est-ce qu'il aurait pu aller chercher devant les 1.33.0? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait plus à aller chercher quand même. Valtteri Bottas, 6,5. C'est un peu le même dilemme que pour moi avec Sébastien Vettel. C'est-à-dire que oui, il a pris la 13e place. Mais 1.33.034 et 1.33.052, c'est encore pire. C'est que son temps de Q2, il est inférieur à son temps de Q1. Donc là aussi, c'est le même problème. Donc je pense qu'il va encore mieux aller chercher de la part de Valtteri, sachant que Ricciardo, il était seulement 1 dixième devant. Donc il y avait moyen. Après, je dis pas, le top 10 avait l'air d'être très très rapide. Ouais, une 32-649 même pour Magnussen, c'est très rapide. Ocon, je lui ai également mis du coup un 6,5. Pour moi, il n'a pas fait le job. Avec le coéquipier, donc pareil, comparé à Alonso. Alors, je précise, là il est à 4 dixièmes forcément d'écart. Ce qui est suspicieux en tant que supporter Alpine, c'est que... alors là, je vais parler en tant qu'expérience. L'année dernière, j'avais fait des posts sur les forums pour montrer que la voiture d'Ocon avait un problème. Et j'avais mis des screens entre celle d'Alonso et la sienne sur le Grand Prix d'Autriche. Et je dis, mais il y a un truc qui est bizarre. C'est que même quand Alonso, il fait genre une erreur au tout premier virage d'Autriche, et que Ocon fait pas d'erreur, j'avais fait des screens côte à côte. Et au fait, Ocon, quand il passait la première ligne blanche juste après le virage 1, ça avait une genre de marqueur sur la ligne, il passait le marqueur devant Alonso. Donc avec une meilleure sortie de virage, parce qu'il est le premier sur la ligne. Mais quand tu arrives au bout de la ligne pour le virage 3, il y a un problème. C'est qu'Alonso était de nouveau devant Ocon. Donc comment Alonso pouvait faire une erreur au virage 1, être en retard parce qu'il a une moins bonne sortie de virage qu'Ocon, ce qui veut dire que le déficit, quand tu l'as à l'entrée de virage, tu l'as sur tout le long de la ligne droite. Non, en fait, c'était que Alonso était devant Ocon avant le point de freinage, mais genre de 2 dixièmes devant, donc ça faisait une grosse perte, et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, et les gens sur les forums, comme d'hab, m'ont un peu trash talk, etc. Oui, de la merde, fanboy, blablabla.
Et au final, on a appris, après le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix de Styrie, on a appris qu'Ocon avait un problème de châssis qui lui coûtait du temps, finalement. Et dès qu'il a changé son châssis, le Grand Prix de Silverstone, il s'est retrouvé directement derrière Alonso. Euh, donc il a eu 3 Grands Prix, le Grand Prix de France, d'Autriche et Styrie, où il pouvait pas être très performant avec son châssis et ne pas marquer de points. Et là, ce qui est suspicieux, c'est que si vous regardez les essais, 1, 2, 3, les essais, il est 4 dixièmes derrière Alonso. Genre, sur les runs égales, 4 dixièmes derrière Alonso. Tu regardes au qualif, tu regardes sur les simulations de course en practice 2, il est 4 dixièmes derrière Alonso. Tu regardes au qualif, il est 4 dixièmes derrière Alonso. Et durant la course, son temps de rythme global, son rythme de course sur un Grand Prix complet, il est pile aussi 4 dixièmes derrière Alonso. Donc c'est vraiment... c'est bizarre d'être aussi constant, quand même, dans les données. Parce que si tu prends Latifi Albon, tu vois, tu sais que Latifi, il est derrière Albon, mais c'est jamais à une donnée fixe. C'est jamais, genre, il a perdu autant de temps. Et on sait que les maths ont été faits, moi-même je les ai faits. La paire de pilotes Alonso-Ocon, c'est la paire de pilotes la plus proche sur la grille en termes de données, que ce soit en qualif ou justement en course en termes de rythme. Et donc c'est bizarre que d'un seul coup, il y a 4 dixièmes sur tous les plans. En essai, en qualif, en simulation, en course et tout. 4 dixièmes, 4 dixièmes, 4 dixièmes. C'est bizarre d'être aussi constant dans l'écart. Donc c'est possible parce qu'il s'en est plaint en interview qu'il y a peut-être de nouveau un problème fondamental sur son châssis ou sur sa monoplace. Parce qu'il disait que l'année dernière, quand Alpine vérifiait des pièces, parfois il voyait pas qu'il y avait des pièces cassées pendant 2 ou 3 grands prix. Vous imaginez le délire. Donc pendant 2-3 grands prix, tu pilotes avec des pièces cassées et tu le vois pas. Donc pour l'instant, je lui mets un 6,5 parce que pour moi, il n'a pas fait le job. Mais je pourrais revoir la note si effectivement, au Grand Prix de Hongrie ou à Spa, on nous dit qu'il y avait bien un problème sur sa monoplace, comme j'avais fait avec Ricciardo à un moment. Malheureusement, on ne peut juger que les informations qu'on nous donne à l'heure actuelle et que j'épluche pas mal de temps. Donc pour l'instant, c'est un 6,5 en qualif sur Ocon. Il n'a pas été chercher la Q3. 4 dixièmes derrière le coéquipier, c'est loin. Donc voilà, c'est le cas. Pour Ricciardo, je lui ai mis un 7. Il finit devant Ocon au pied de la Q3. Une 33 404 contre une 33 672 pour Norris. Une 32, pardon. Donc là, il y avait 8 dixièmes et après une 32 922 contre une 32 777. Donc il n'y avait que 2 dixièmes ici. Pour moi, Ricciardo n'a toujours pas fait le job. Vous allez me dire, ouais, mais il n'y a que 2 dixièmes, donc faut pas être si méchant que ça. Oui, sauf qu'on regarde sur les temps de Norris. Voilà, il n'a pas amélioré entre la Q1 et la Q2. Par contre, la Q3, bon, il a tout explosé, on en parlera tout à l'heure. Donc même si Ricciardo améliore, ça reste 2 dixièmes, il passe pas la Q3 avec le nouveau package McLaren, sachant qu'il avait le package en session d'essai numéro 1 que n'avait pas Norris. Norris a fait les premiers essais avec l'ancien package et les essais numéro 2 avec le nouveau pour comparer. Donc Ricciardo l'a eu un peu plus longtemps en termes d'essais, donc c'est un... Voilà. C'est pas mauvais, hein, c'est juste en dehors de la Q3, mais pour moi, il a pas fait le job, il devait aller en Q3 avec sa voiture. Surtout vu le potentiel des McLaren. Magnussen, je lui ai mis un 8,5. Bon, du coup, il devait changer ses pièces, hein, on le sait. Il avait pris les pénalités, donc aller en Q3, clairement, il a fait le job. Même pas besoin de participer plus que ça, donc 8,5, pour moi, il a fait clairement le job. Même chose pour Sainz. Sainz qui prend des pénalités moteurs, donc qui va être relégué en fond de grille pour la course. Il a fait le job, il a été en Q3, on lui demande pas plus. Je lui mets même un petit peu plus parce qu'il a été... il a même donné l'aspiration à Leclerc. Donc pour lui, avec une Ferrari, c'est sûr qu'elle est en Q3, c'est beaucoup plus facile que pour Sainz. Mais je lui mets quand même un demi-point en plus parce qu'il a joué le rôle de l'équipe en donnant l'aspiration à Leclerc, qui finalement a changé la donne en permettant à Leclerc d'obtenir la pole position pour lequel j'ai mis 9, bien évidemment. Voilà. Pour Tsunoda, la Q3, je lui ai mis un 9. Écoute, j'étais plutôt favorablement surpris par Tsunoda avec une progression constante. Une 33 394 en Q1, une 32 836 en Q2, une 32 780. Voilà, c'est studieux, il a bien bossé, il a amélioré ses temps à chaque prestation. Malheureusement, c'est vrai que l'AlphaTauri avait l'air d'être un peu dans le top 12, top 14. Il a réussi à le hisser dans le top 10. Et par chance,
Sainz et Magnussen ne participent pas à la Q3. Donc forcément, il est 8ème, par défaut, j'ai envie de dire, et même un peu loin de ceux qui le précèdent, mais c'est toujours devant, tant qu'on n'a pas d'informations, c'est toujours devant Ricciardo, c'est toujours devant Ocon et Bottas et Vettel, donc c'est une très bonne prestation, c'est une très belle séance de qualif pour Tsunoda. Même chose pour Alonso, je lui ai mis un 9 sur 10, une très bonne prestation, une 32,819, une 32,6, une 32,5, donc une amélioration comme ça, constante. Il a mis l'Alpine, je pense, là où elle était sur ces phases-là. Tu peux pas aller chercher les Ferrari, les Red Bull et les Mercedes. La bataille était avec Norris, mais les McLaren ont l'air d'être de nouveau très très rapides en qualification. Donc elles font un peu le yo-yo en termes de performance selon les pistes, les McLaren, mais bon. Donc ouais, non, bah 7ème, top 7 avec une Alpine, top 8, c'est un petit peu le taf. Donc là, bien joué de la part d'Alonso. Russell et Hamilton. Donc Russell, je lui ai mis un 7. Et Hamilton, je lui ai mis un 8,5. Voilà. Donc Russell, pour moi, il n'a pas fait le job, encore une fois. Le job de la Mercedes, on peut le dire, c'est top 6. En l'occurrence, Sainz ne participe pas, donc le job, c'est top 5, puisqu'on sait qu'il y a un refus de Sainz. Il n'a pas fait le top 5, voilà. Donc au mieux, au pire, le pire que tu peux faire pour faire le job, c'est être derrière Hamilton. Voilà, ça, c'est faire le job. Là, c'est pire que d'être derrière Hamilton, c'est qu'il est derrière Lando Norris, quoi, avec sa McLaren. Et aussi l'écart, hein, faut quand même le noter, parce qu'on n'en parle pas assez. Une 31 765, une 32 131. Donc on est 4 dixièmes derrière Hamilton, sachant qu'Hamilton n'était même pas là lors des essais numéro 1, parce que c'était Nick De Vries qui avait pris sa place. Donc il a eu 1 heure de moins sur la voiture. Hamilton, il a fait plus d'essais sur la bagnole, contrairement à George Russell qui n'a ni changé d'aileron, ni machin, qui a gardé la voiture spécifiquement comme ça et qui a essayé de l'adapter au mieux possible. Donc même Hamilton, avec 1 heure de moins des séances, où il a acheté une séance avec un aileron plat, une séance avec un aileron courbé avec plus d'appui, il arrive en qualif, boum, 4 dixièmes plus rapide. Ça fait très mal. Hein. Honnêtement, les George Russell fanball, là, c'est une très mauvaise prestation, on peut pas le dire. Pour moi, il n'a pas fait le job. Il est en Q3, il est 6ème, et je peux pas lui mettre plus que 7 pour cette raison-là. Hamilton 8,5, pour moi, il a fait le job large. Il peut pas prétendre à mieux que la 4ème place. Il est 4ème. Voilà, une 31 765. En plus, il est bien large devant Norris, hein, de quasi 3 dixièmes. Donc il a sécurisé sa place, c'est juste devant, c'est beaucoup trop rapide. Donc voilà, il doit faire top 4, il a fait top 4, le job est fait. Norris, je lui ai mis un 10. J'ai mis un 10, honnêtement j'hésitais avec un 9,5, mais quand j'ai été voir son on-board et tout, son tour il est quand même assez phénoménal, où il met des petits coups d'accélérateur sur des portions où les pilotes généralement laissent plutôt tourner la voiture à vide. J'étais assez impressionné, hein. C'était un très très beau tour. Pour vous dire, hein, quand on visualise que c'est une demi-seconde, donc 5 dixièmes plus rapide qu'Alonso, alors qu'on sait que les McLaren et les Ferrari sont un peu au coude à coude. Voilà, 5 dixièmes, on se dit qu'il y a du potentiel à aller chercher dans cette McLaren. C'est d'autant plus dommage d'ailleurs pour Daniel Ricciardo. Mais voilà, une 32-0 pour aller chercher les Mercedes. Alors qu'on sait que les McLaren et les Alpines ne sont pas du tout dans le rythme de course des Mercedes. Les Mercedes sont assez véloces, hein, en termes de rythme de course. Mais là, on parle de la qualif, et franchement, c'est une très très belle prestation. Je pense pas que Norris puisse faire mieux que ce temps-là, de fou. Donc, pour moi, c'était un de ses tours impeccables. Pas grand-chose à dire. Perez, il a fait le job. Il prend la 3ème place. Il pouvait pas faire pire que 3ème, donc 8,5. Il fait pour Verstappen, parce qu'il est plus rapide, de 2 dixièmes. Et 9 pour Leclerc. Donc voilà pour cette notation, ouais, qui est plutôt pas mal, hein, honnêtement. Les notes sont à peu près correctes. Maintenant, voilà, j'étais un petit peu déçu d'Ocon, Ricciardo, Bottas, Vettel. Là, je m'attendais à une plus grande bataille là-dessus, que ce soit un peu plus serré que sur certains circuits. On verra en Hongrie, hein, c'est pas très long le circuit de la Hongrie, en plus de ça. Et là, on va avoir risque d'avoir des tanks qui vont jouer des grosses surprises avec des éliminations au 100e. Ça va faire très 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 bizarre. Même des éliminations au 10e. Donc au niveau de ces notes pour l'instant, au niveau des qualifs, Norris, Leclerc, Alonso, Tsunoda ont été très performants avec leur voiture.
Verstappen, Hamilton, Sainz, Magnussen, Perez derrière, ceux qui ont pas tout tiré de leur monoplace. Russell, oups, je suis en train de faire des bêtises. Donc Russell, Ricciardo, Vettel, Ocon, Bottas, Albon. Je pense qu'il va encore un petit peu plus aller chercher dans les données. Mais bon, pour la course, je pense je peux peut-être même vous donner un avant-goût. Hein. Ah, papa, papa, papa. Le fail absolu de Charles Leclerc. Rappelons qu'il a la meilleure moyenne. Il venait de repasser devant Verstappen dans mon classement. Mais je pense que ça va être la chute. C'est la chute du prince Leclerc. C'est fini. Ah, rendez-vous demain pour la vidéo notation partie course. Ciao tout le monde, à la prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.